invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Marie Delessac est à nos côtés, gérante allocataire, multi-asset et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management. Bonsoir Marie. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. À vos côtés, Nicolas Gottsman qui nous accompagne également, le responsable de la stratégie macro de la financière de la Cité. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Grégoire. Et Thierry Gill qui est également notre compagnie, le président de Raymond James France. Bonsoir Thierry. Grégoire. Merci d'être avec nous. Alors, choc et contre-choc avril-mai sur les marchés. Thierry, je veux bien qu'on commence avec la situation du marché action américain, puisque les grands indices, le S&P 500 notamment, ont effacé en quelques semaines le choc de Liberation Day début avril, et même un peu plus encore. Le S&P doit être à 3% de ses sommets historiques qui avaient été touchés au cours du mois de février à plus de 6100 points, si je ne dis pas de bêtises. Pendant ce temps-là, les marchés obligataires restent, j'allais dire, sous pression, avec un 10 ans américain qui se balade dans une fourchette qui reste une fourchette connue, mais plutôt dans la partie haute de la fourchette, 4,55 aujourd'hui pour le 10 ans américain. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette photographie, notamment pour la classe d'actifs actions aux États-Unis? Est-ce que c'est un équilibre qui peut convenir à une poursuite de la hausse des indices actions américains? Alors, l'équilibre, ça va dépendre un petit peu, effectivement, du taux de croissance qu'on va avoir aux États-Unis. Et toute la question est de savoir si, effectivement, on avait démarré l'année... Excusez-moi. J'aurais peut-être pas dû vous passer la parole tout de suite, Thierry. Je vais essayer d'être bref. On a commencé l'année sur des taux de croissance aux alentours de 2, 2,5. On est revenu sur des niveaux de 1. Il y a beaucoup de volatilité. Et c'est de là qu'en fait, la traduction que l'on peut voir actuellement sur un taux 10 ans qui s'inscrit sur des zones de 4,50 peut éventuellement poser problème si la croissance est amenée à décélérer. Vous êtes venu avec un graphique, Thierry, si je peux continuer avec vous, mais vous me dites sinon... mais un graphique qui montre la sensibilité du S&P 500 à différents niveaux de taux obligataires américains. Que nous apprend ce graphique, alors qu'on visualise, qui est assez simple à comprendre. C'est-à-dire qu'il y a un seuil de douleur sur le 10 ans américain qui fait que le marché action peut basculer dans un monde très différent. Oui, ce seuil, c'est 4,50 à peu près. Quand on regarde ce tableau, vous retrouvez la même chose sur le S&P 400, sur le S&P 600. C'est un seuil sur lequel on est aujourd'hui. Maintenant, c'est fait sur une base des 4 dernières années. Peut-être que le panel n'est en soi pas assez large. Et c'est à ce titre-là que notre stratégiste a estimé qu'on était un petit peu sur des points, pas de rupture, mais des points qui peuvent éventuellement plafonner la performance du SPI, tel qu'on a connu le rebond depuis le 8 avril dernier. Oui, c'est ça, ouais, effectivement. Bon, 4,50, c'est un seuil potentiellement de douleur pour les marchés actions, Marie? Je pense que c'est effectivement un seuil qui est regardé, 4,50 sur le 10 ans, 5 sur le 30 ans aussi. Ouais. C'est aussi un seuil qui est regardé. Il faut aussi le regarder en parallèle des taux réels, où là, la hausse est moins franche pour l'instant. On reste dans une bande de fluctuation qui est assez faible, mais effectivement, le risque, on est quand même sur des niveaux qui sont au-dessus de 2%, sur lesquels on avait déjà connu des corrections de marché sur ces niveaux-là, mais le marché s'est habitué, on va dire, à ces niveaux. Et donc, effectivement, si cette hausse du taux nominal se transmet aussi au taux réel, là, pour les marchés, pour la valorisation des entreprises, ça peut devenir problématique parce que avec la hausse des marchés, on retrouve des niveaux de valorisation élevés. Et ça, on sait que ça avait déjà questionné les investisseurs auparavant. Donc, ça redevient une question, effectivement, qui prend le devant. Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui n'a pas changé, notamment depuis le choc du mois d'avril sur les marchés, les annonces de Liberation Day, les pauses successives tarifaires mises en place, voire les rétropédalages de l'administration Trump? Est-ce que la poussière est suffisamment retombée pour qu'on puisse réévaluer correctement, j'allais dire, la trajectoire de croissance américaine, la trajectoire d'inflation également? Alors le changement, on va dire positif, c'est un petit peu moins d'incertitude, même s'il en reste quand même beaucoup, parce que ça n'est qu'une pause de 90 jours, donc il faut quand même... les négociations sont toujours en cours. Et donc, ça diminue le risque de récession rapide dans le temps et plus forte. Donc, on revient, et les investisseurs reviennent sur un scénario de ralentissement économique, et donc qui est plus facile, on va dire, à prendre en compte pour les marchés.
Maintenant, il y a un changement négatif, c'est que les taux de taxes, ils vont quand même augmenter. Bien sûr. Et ça, c'est une réalité. On était autour de 2,5% avant. Aujourd'hui, on serait, si on atterrit sur les niveaux d'aujourd'hui, c'est autour en 14-15%, quelque chose comme ça. Ça fait quand même une forte augmentation, donc forcément des conséquences. Et pour les entreprises et pour les consommateurs. Et c'est vrai que revenir sur des niveaux quasiment les points hauts du marché, alors qu'on a ce changement devant nous qui confirme quand même un ralentissement à venir, ça met l'équilibre quand même un peu plus instable. On va dire. Voilà. L'économie américaine peut supporter ces niveaux de taux là aujourd'hui, Nicolas ? 5% sur le 30 ans, c'est quelque chose que l'économie américaine peut continuer d'encaisser ? Ce qui est plus inquiétant, c'est de voir le mouvement qui s'est produit. Quand on regarde par rapport au début, donc Liberation Day, on voit effectivement que le marché à actions est revenu à son niveau, les taux sont également revenus. Par contre, tout s'est traduit en fait plutôt davantage sur le marché des devises. Oui. En fait, c'est comme si la guerre commerciale était devenue une guerre des devises. Je ne l'ai pas dit. Le dollar est 7% en dessous quand même. Voilà. Et donc, ce qu'on peut voir là maintenant, c'est que tout le mouvement qu'on a, notamment de hausse des taux aux États-Unis, s'est fait en coordination avec une baisse du dollar, ce qui est tout à fait inhabituel dans le marché. Et ce qui montre plutôt un scénario qui ressemble plus à ce qu'on avait connu de façon beaucoup plus modérée, à ce qu'avait connu Liz-Truss à l'époque. Ouais. Et donc là, c'est quand même beaucoup plus inquiétant parce qu'on voit c'est pas parce que les gens considèrent qu'il va y avoir plus de croissance aux États-Unis que les taux augmentent, parce qu'on a une baisse du dollar dans le même moment, ce qui montre qu'il y a aussi un peu d'inquiétude. Et l'inquiétude, elle vient effectivement de ce qui se passe du côté budgétaire américain. Et là, effectivement, c'est que sur les dernières semaines, on a une transition lente qui s'est faite entre un questionnement vraiment sur les tarifs, ensuite récession par récession. Ce qui est assez, je pense intéressant, c'est de voir les efforts qui ont été mis en place par l'administration pour essayer de corriger le tir, évidemment, notamment parce qu'ils étaient menacés par le marché obligataire. Et quand on se rappelle de ce que disait Bessent avant même le Liberation Day, c'était on veut des taux qui soient en dessous de 4%. Et une fois que c'était arrivé, il avait crié victoire en disant ça y est, on est au top. Là, on est vraiment arrivé très au-dessus de ce niveau-là. Donc il y a une inquiétude, et quand on voit les efforts qui ont été faits, c'est-à-dire que malgré la baisse de tarifs sur la Chine, malgré la baisse de tarifs réciproques qui ont eu lieu, on a même eu des négociations il y a 15 jours, des annonces par Donald Trump lui-même en disant peut-être qu'on va augmenter les impôts sur les plus riches. Tout ça, en fait, étaient des efforts qui permettaient, en fait, d'essayer d'envoyer le marché obligataire un peu à la baisse. Et malgré toutes ces annonces-là et malgré tous ces efforts-là, en fait, le marché obligataire continue de monter. Et le nœud coulant commence... Les taux continuent de monter. Les taux continuent de monter. Et le nœud coulant est là. Et quand on voit, effectivement, la perspective fiscale américaine, on peut comprendre qu'il peut y avoir effectivement une inquiétude, mais effectivement, c'est cette baisse du dollar. D'un côté, on peut le dire positivement pour les États-Unis, parce que c'est sans doute un objectif clair de l'administration américaine de faire baisser le dollar. Mais par contre, ça pose des problèmes de voir cette baisse se réaliser effectivement avec des taux d'intérêt qui sont de plus en plus contraignants, avec une situation fiscale qui est quand même plus que compliquée actuellement pour les États-Unis. Tant qu'on a des taux et un dollar qui bouge en sens inverse, c'est pas une bonne situation pour l'administration américaine. L'administration américaine, de toute façon, est confrontée à une situation où, quoi qu'elle fasse au niveau des dépenses ou au niveau des revenus, sa contrainte principale, ce sont les taux d'intérêt. Aujourd'hui, déjà, 50% du déficit américain, ce sont les taux d'intérêt. Donc, si on regarde à plus long terme, ça sera encore plus important, évidemment. Et donc, s'ils veulent vraiment agir sur le déficit américain, ça va passer par les taux, donc par la Fed et par aussi les perspectives de croissance. Et ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui ne donne pas, on va dire, un profil positif à cette situation-là, et je pense qu'ils sont effectivement en train de se rendre compte. Ouais. Est-ce que les bond vigilantes, est-ce que le marché obligataire va infléchir les négociations au Congrès sur la question budgétaire ? Négociations compliquées, serrées, il y a eu tout un débat sur le niveau qu'on pouvait accorder de déduction des taxes locales par rapport aux taxes fédérales, des sujets très, très spécifiques aux États-Unis, mais visiblement, le speaker de la Chambre nous dit que là, il y a un accord et que la Chambre va pouvoir voter avec une petite majorité républicaine cette loi budgétaire. D'autres étapes, évidemment, sont encore devant nous pour compléter le processus, mais en tout cas, il y a une forme de progrès, là, j'ai l'impression, dans ces dernières heures. Oui, il y a un progrès, mais la réalité, effectivement, comme ça vient d'être souligné, et comme vous l'avez dit en préambule tout à l'heure, la réalité vient du côté du marché obligataire. Pour nous, le pilier de l'économie américaine, il y a vraiment trois piliers de l'exception américaine. C'est la croissance, qu'on vit souvent au travers du SPI, c'est les liquidités qu'on vit au travers du marché obligataire, et puis le principe du droit. Ça, c'est encore autre chose avec la Cour suprême. Ouais. Du côté du produit obligataire, du marché obligataire, il est clair qu'aujourd'hui, le rebond récent du marché
le marché obligataire est venu rappeler aux politiques ce principe de vertu, maîtriser les dépenses publiques, et on est pour l'instant aujourd'hui loin du compte. Alors il y a eu un accord hier, effectivement, en tout cas entre hier et aujourd'hui au niveau de la Chambre basse. Il faut que ça passe au niveau du Sénat, c'est pas gagné. Il y avait une échéance qui était Memorial Day, c'est-à-dire lundi là, c'est ça. C'est lundi, on y est quasiment. On verra ce que donne le résultat des courses en début de semaine prochaine. Il y a l'autre date qui a été évoquée tout à l'heure, celle de la pause sur les droits de douane qui échoue, je crois. Début juillet maintenant. Le 8 juillet. Ouais, voilà. Donc ça va être compliqué, mais la dette américaine est un véritable enjeu. Et je pense que le niveau des taux actuels, c'est ce qui se traduit. Ouais. Mais ça infléchit. Comme les taux ont eu raison, j'allais dire, des tarifs bilatéraux, en tout cas en partie, est-ce que les taux auront raison de... Pour nous, ils ont déjà eu en partie raison, parce que... De la volonté budgétaire et de laisser courir un déficit, c'est quand même comme ça que ça se traduit, signalé par Trump. Aujourd'hui, la situation qu'on a vécue cette année, qu'on a rarement vécue ces dernières décennies, c'est d'avoir en fait eu, en dehors de l'or, toutes les classes d'actifs qui ont cédé en même temps. C'est la traduction exacte sur le marché américain du fait qu'il y a eu un désengagement d'un certain nombre d'acheteurs traditionnels de la dette américaine, que sont les Chinois, que sont surtout les Japonais. Les Chinois aujourd'hui ne sont plus que les troisièmes plus gros détenteurs de dette américaine. Et voilà, et si cette tendance venait à se poursuivre, c'est un peu un principe de réalité qui va s'imposer aux Américains. Est-ce que c'est ce qui a amené effectivement la baisse de la note récente? C'est possible, oui. Mais bon, c'est venu après d'autres qui l'avaient prévu bien en amont. C'est possible, mais effectivement, je pense que là, vous aurez une partie de la... Enfin, je pense que c'est du côté des taux qu'on aura la vraie clé de l'évolution des marchés à venir. Aujourd'hui, vous le rappeliez tout à l'heure, on est revenu à moins de 3% des plus hauts sur le SPI. Je pense qu'il faut être un petit peu audacieux ou très optimiste sur les perspectives de croissance des profits à venir sur les niveaux actuels. Payer ces niveaux, quoi. Oui, tant qu'on n'a pas plus de clarté au niveau du financement du déficit. Ah ouais, j'entends. Oui, enfin... Plus de déficit aux États-Unis, aujourd'hui, c'est pas forcément une bonne nouvelle, y compris pour les marchés actions, Marie. Alors, les investisseurs peuvent être tentés de regarder au-delà de la vallée et de regarder 2026. Et on se dit effectivement 1% de PIB, de plan de relance fiscal pour les États-Unis, c'est bénéfique à la croissance, c'est bénéfique aux entreprises. Maintenant, c'est vrai, je pense que ça aura des conséquences sur les taux et sur le financement de ce déficit et probablement des conséquences sur les marchés financiers. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, on est dans un moment où c'est probablement le niveau des taux qui va déterminer la course des actions, la course des actions dans les semaines à venir. Ouais. Ouais. Sur les bénéfices d'entreprise, là, je m'adresse à Marie, mais Thierry, vous pourrez effectivement nous apporter votre éclairage. Mais on termine la saison de publication de résultats. Qu'est-ce qu'on attend désormais de la croissance bénéficiaire des entreprises américaines à l'issue des résultats du premier trimestre ? Cette saison de publication, finalement, elle a été plutôt de bonne facture, avec des croissances aux États-Unis assez élevées, autour de 10%. En absolu, c'est plutôt autour de 0% en Europe, mais il faut regarder aussi la dynamique. En fait, quand même, au mois d'avril, on a eu pas mal de révisions à la baisse de ces attentes de résultats pour l'année. Pas sur le premier trimestre, mais sur les trimestres suivants. Ce qui fait que sur l'année 2025, on est passé en début d'année peut-être à des attentes de 14-15% de croissance des résultats aux États-Unis. Aujourd'hui, on est plutôt autour de 9%. Donc ça a été quand même pas mal révisé à la baisse. En Europe, on est revenu, je crois, autour de 3%, enfin pas loin, et la tendance, elle est plutôt de se rapprocher presque vers 0%. Ça fait 2 années déjà derrière qu'on est à 0. Ceci étant, il faut regarder aussi peut-être la dynamique des croissances de résultats. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on va plutôt être sur un ralentissement des croissances de résultats, alors qu'en Europe, on est sur une stabilisation avec, on espère quand même un petit peu plus de croissance à venir, pas forcément des chiffres très importants, mais un peu plus de relance aussi l'année prochaine à venir, et donc plutôt une tendance à l'amélioration sur ces résultats-là. On peut le voir aussi sur les small et mid cap. Il y a une vraie différence entre les deux zones.
Vous voyez, sur le premier trimestre aux États-Unis, les small et mid cap, la saison de publication, elle n'a vraiment pas été très très bonne. Quasiment pas de croissance de résultats. Quand on essaye de décomposer le SP500, alors les 7 magnifiques sont en termes de croissance, même si on n'a pas encore Nvidia, mais ça caracole toujours en tête. Mais le reste du marché a aussi progressé. Et pour le coup, toute la partie small et mid cap est vraiment à la traîne. Alors qu'à l'inverse, en Europe, les grosses capitalisations, peut-être aussi en raison de leur composition sectorielle, parce que l'énergie n'a pas publié de bons résultats, mais il y a une dynamique un peu meilleure sur les small et mid cap en Europe. Intéressant, on le voit dans les prix d'ailleurs, les small et mid font mieux sur beaucoup de marchés que les grandes capitalisations. Sur la saison de résultats américains, là, qu'est-ce que vous en retenez et qu'est-ce que ça ouvre comme perspective ? Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit, à savoir que la croissance est quasiment ressortie à 2 chiffres. Ce n'était pas les attentes qu'on avait mi-mars, on était sur des croissances de 7-8, mais par contre, le reste de l'année a été révisé à la baisse. Globalement, il y a encore un mois et demi, vous étiez sur le SPI, sur des attentes aux alentours de $272 sur l'année. On est maintenant sur des niveaux de 264 à peu près. Donc, il faudra voir ce que vont donner l'impact des tarifs douaniers. Ça sera une des clés. Parce que, effectivement, le rebond du marché observé, encore une fois, depuis le point bas qu'on a touché début avril, il a été surtout embarqué par finalement des relativement bons résultats du côté des Magnifiques 7. Et ça a beaucoup contribué toujours à un mouvement de concentration assez important. Et ça a aidé beaucoup à la stabilisation. Maintenant, après, il y a des secteurs qui, effectivement, restent à la traîne. De manière très sensible, pas forcément ceux qu'on aurait pu imaginer dans un contexte de grande volatilité, je pense à la santé particulièrement, qui souffre énormément. Voilà, et là, la saison de tout ce qui est lié à la conso, on est en pleine phase de publi, on a vu Target, CVS, Walmart, c'est pas si mauvais, TJX va publier, donc ça c'est... Home Depot, c'était plutôt pas mal. C'était plutôt pas mal, donc finalement on s'en sort pas trop mal. Le consommateur américain, il est toujours là en fait, c'est assez étonnant. Que vous regardez du côté du... Alors ça décélère un peu, mais même avec un moral plombé, il est toujours là, quoi. Ne jamais sous-estimer la capacité qu'ont les Américains à dépenser de l'argent, même lorsqu'ils n'en ont plus. Voilà ce que j'ai appris très tôt. L'hédonisme du consommateur américain reste une vérité suprême. Et oui, donc non mais enfin. Donc voilà, donc il y a des secteurs qui il y a des secteurs qui s'en sortent bien. On a les yeux sur l'énergie, même si vu d'Europe, l'énergie est un secteur qui est souvent honni par les investisseurs du fait des contraintes ISR, mais nous on le regarde par le prisme en l'occurrence des besoins des centres de données entre autres, des besoins américains. Donc il y a peut-être une place à jouer là-dessus. Voilà, mais on est vraiment plus que jamais dans des marchés de stock picking. Mais je pense qu'à court terme, en tout cas sur le marché US, je serai un peu prudent sur les niveaux actuels. Et il faut qu'on gagne en lisibilité, en l'occurrence, sur ces profits sur le reste de l'année. La répartition de la charge des tarifs, comment ça peut se mettre en place aux États-Unis ? Non, mais parce que première guerre commerciale, le consommateur a beaucoup encaissé des tarifs mis en place par Trump. Est-ce que la répartition peut être différente ? Est-ce que les entreprises, alors celles qui exportent vers les États-Unis, celles qui importent depuis les États-Unis, est-ce qu'elles peuvent prendre une part également de la charge des tarifs, sachant que Donald Trump demande à Walmart de bouffer les tarifs. Oui, je crois que quand on voit dans les enquêtes qui ont été publiées, a priori, la majorité va passer les tarifs dans les prix. D'accord. Ensuite, on voit qu'il y a quelques entreprises qui ont commencé à dire qu'ils vont avoir une stratégie plutôt mondiale, c'est-à-dire en gros de faire monter les prix partout dans le monde pour pouvoir absorber ce qui se passe aux États-Unis, donc de faire payer les Européens. Donc un petit peu tout le monde, quoi. Un petit peu tout le monde, que chacun prenne sa part. Ouais. Et voilà, mais je pense que ça sera plutôt minoritaire. Et a priori, oui, on va avoir un passage assez complet des tarifs dans les prix, mais ça, on verra ça dans les prochains mois. Ça mettra encore un peu de temps à se matérialiser. Et comment vous voyez la séquence d'impact de ce choc tarifaire sur l'économie réelle ? Si le marché lui a effacé le choc de Liberation Day, les effets concrets sont encore à venir. Qu'est-ce qui va atterrir le plus vite ? Enfin, qu'est-ce qui va bouger le plus vite ? Est-ce que c'est tout de suite un choc de prix et puis ensuite un effet récessif qui se matérialise ? Est-ce que ça peut être... quelle va être la chronologie en fait de l'impact et l'intensité de l'impact ? Plutôt simultané. Sans doute que les dépenses en investissement ont sans doute baissé maintenant une fois que les tarifs ont été mis en place, parce que ce qu'on a pu voir dans la publication du premier trimestre, c'était de voir des niveaux d'investissement qui étaient colossaux, bien sûr, mais qui correspondaient aux imports qui venaient de Chine, justement tout ce qui a été fait avant
suivant les tarifs. Maintenant, on devrait avoir vraiment une situation beaucoup plus calme de ce côté-là. Donc là, oui, sur l'investissement, on peut avoir une baisse assez substantielle qui pourrait arriver au même moment où on aura les publications qui vont arriver sur l'inflation. Et de toute façon, il me paraît assez clair maintenant que quand on regarde les discours qui ont été donnés par les gens de la Fed sur ces derniers jours, qu'ils vont attendre sans doute le mois de septembre, justement pour avoir un petit peu de recul sur la lisibilité des données et éventuellement prendre une décision à ce moment-là. Mais pas avant septembre. Pour le moment, non, à moins qu'on ait un choc sur le marché de l'emploi, ce qui pour le moment n'est pas du tout le cas. Donc, tant que le marché de l'emploi vient, ils ont le temps, on va dire, ils ont le temps. Ah ouais. Si on a un choc sur l'emploi, oui, il y aura sans doute une réaction beaucoup plus forte. Et je crois que c'est le discours qu'essaie de lancer Christopher Waller, qui est de la Fed. Et par contre, si en l'absence de correction sur le marché de l'emploi, ils vont sans doute attendre effectivement la rentrée pour pouvoir éventuellement agir en fonction des données qui seront publiées à ce moment-là. Et le marché de l'emploi peut rester immune à ce genre de situation ? Pour l'instant, c'est le cas. Ça a déjà été une surprise. Ouais. Pour le moment, c'est le cas. Et il n'y a pas d'éléments qui me permettent de dire qu'on est dans une période qui soit... évidemment, c'est beaucoup moins bien que ce qu'on avait connu les années précédentes. Pour le moment, on voit une décélération, mais pour le moment, il n'y a rien d'inquiétant dans ces chiffres-là. Et oui, si ça venait, je pense qu'il réagirait. Mais je pense qu'effectivement, ce qui surprend tout le monde, et comme chaque année, c'est la résilience du consommateur américain qui est toujours là. Donc là, il est insubmersible pour le moment. Et même ce choc-là, il a l'air de passer au travers. Donc on verra pour la suite. Et même si on a quand même pas mal d'éléments qui sont quand même assez inquiétants, notamment sur les enquêtes d'opinion, de confiance du consommateur, on voit quand même des choses qui sont assez surprenantes, on va dire. C'est-à-dire ? L'ampleur de la baisse et la rapidité de la baisse. Ensuite, on voit que la composition politique, notamment sur les indicateurs de Michigan, est extrêmement biaisée. Donc, c'est pas extrêmement fiable. Celle qui est un peu mieux faite, c'est celle du consumer. Mais dans deux mondes qui se parlent plus. Hein. Oui, c'est ça. Mais alors, celle du Consumer Board est moins politique, mais elle est tout aussi dramatique que celle du Michigan. Donc, à voir. Ensuite, on a déjà eu ce choc-là pendant la période 2022, c'est-à-dire ces divergences entre soft et hard data, on l'a déjà vécu. Voilà, peut-être la grande différence, c'est que pendant qu'on a eu la divergence pendant l'année 2022, c'est qu'on avait une économie qui était quand même largement au-dessus de son potentiel, qui était vraiment au-dessus. Donc là, on pouvait comprendre. En fait, c'était simplement des consommateurs qui se rendaient compte que les choses allaient revenir simplement à la normale. Et là, maintenant, on est déjà revenu à la normale. Et donc, le choc pourrait quand même conduire quand même à une décélération qui serait quand même assez logique pour les prochains mois. Marie, qu'est-ce qui va faire sortir la Fed de sa pause, là ? De toutes les déclarations, c'est le chômage. En fait, c'est vraiment... Tout ce qu'on entend, en fait, souvent, on dit le niveau de 100 000 créations d'emplois, c'est un niveau à regarder. Et si on passe en dessous, à ce moment-là, la Fed réagira. Un peu comme en septembre l'année dernière, en fait, où on avait enchaîné 2 ou 3 mauvais chiffres de création d'emplois, un petit peu de panique. Des enquêtes moins bonnes, etc. Et elle a réagi tout de suite. Donc, c'est ce qu'on entend beaucoup dire. Si vraiment ça se dégrade, alors elle réagit. Et si le marché du travail est attaqué, on peut compter sur la Fed pour, une fois qu'elle a identifié le cas pour des baisses de taux, sa capacité à aller vite et fort si nécessaire ? Je pense qu'elle réagira. En tout cas, l'inflation ne sera pas un problème, deviendra un sujet secondaire ? Les dernières interventions de membres de la Fed ont été dans ce sens-là. Hein. Ils ont plutôt mentionné l'emploi et les chiffres du chômage, tous, ce qui est regardé, parce qu'effectivement, l'inflation risque quand même d'être pénalisée par les tarifs. Donc, je pense qu'elle va vraiment se concentrer sur les données de l'emploi. S'il faut agir, et s'il n'y a pas de problème, elle attendra probablement pour agir. En tout cas, là maintenant, je pense que les attentes sont vraiment décalées après l'été. Pour qu'elle intervienne plus rapidement, il faudrait une dégradation, mais qu'on ne voit pas pour l'instant. On ne voit pas arriver. On n'attend pas forcément tout de suite. Ouais. Bon, la position de la Fed, là, ils l'ont tous répété. C'est une position... c'est la bonne position de politique monétaire à avoir aujourd'hui. C'est-à-dire la pause, le statu quo, le wait and see. Si on se met un petit peu à la place de la Fed, quelle serait la logique aujourd'hui de vouloir éteindre un incendie qui n'est pas encore là et de chercher à baisser les taux ? Leur priorité pour nous, c'est vraiment de lutter contre l'inflation. On y est quasiment. Si vous enlevez la composante shelter, la composante immobilière dans la lecture du CPI, qui n'est pas forcément l'indice le plus regardé par la Fed, vous êtes sur un niveau depuis pratiquement un an. Vous tournez sur des niveaux aux alentours de 2. Donc, comme il y a une décélération du côté de l'immobilier par un effet
lagging, en retard. Ouais, retardé, ouais. On y arrive. La situation sur l'emploi, c'est une vraie bonne question, parce que le chiffre que vous mentionnez de 100 000, c'est un chiffre qu'on évoque souvent. On dit que c'est les classes d'actifs qui arrivent sur le marché de l'emploi, et c'est pour ça qu'on le prend un peu comme benchmark sur le fait de savoir si on passe en dessous ou au-dessus. Mais je pense que la Fed a tout intérêt à attendre, voir comment ça se passe, hormis toute pression politique. Et je pense que ça sera l'attitude. Il est pas seul, Powell, là-dedans. Il y a le président de la Fed de New York, Williams, qui est sur la même ligne que lui. Donc je pense qu'il restera un petit peu sur ce... Mais elle préférera être sûre et donc prendre le risque d'être un peu en retard ? Normalement, oui. Une situation du taux de chômage, je crois qu'on est... Le dernier chiffre, c'est 4,3, je crois. C'est des chiffres qui sont... qui laissent rêveur. Oui. Voilà. Mais on n'observe pas de vraie dégradation pour l'instant. Il n'y a pas de grand plan massif de licenciement annoncé aujourd'hui aux États-Unis. On embauche moins, mais on ne licencie pas non plus. Voilà. Donc, mais s'il le faut, il faut répondre à ce que vous évoquiez à l'instant, ils pourront sortir, ils peuvent décider à tout moment d'intervenir, pas forcément lors de réunions du FOMC. Mais et puis septembre, c'était 50 BP. Hein, oui. On sait que ça reste possible dans la boîte à outils de la Réserve fédérale américaine. Avant de dire un mot de l'Europe, un mot du G7 Finance aussi, ça nous ramène au dollar, Nicolas. Est-ce qu'il faut attendre un wording différent du G7 Finance, là, qui se tient en ce moment au Canada, je crois, sur la question des changes, sachant que le wording habituel est de dire que les pays du G7 s'attachent et s'engagent à ce que les forces de marché déterminent les changes et les taux de change entre pays développés. Je ne pense pas qu'on ait ça dans le communiqué. Par contre, je pense que ça sera dans les négociations. Enfin, ça fera partie des discussions. Donc on maintiendra ça dans le communiqué, c'est ça. On ne va pas enlever cette partie-là du communiqué. Je pense que c'est la stabilité des monnaies qui va compter, que les choses doivent se passer de façon modérée. Mais à force de dire que ce G7 ne sera pas une discussion sur les monnaies, en fait, je pense que c'est... Clairement, avant tout une discussion sur les monnaies. C'est avant tout une discussion sur les monnaies et ça a été, je pense, clairement établi. Le Japon a demandé justement une négociation, un meeting bilatéral avec Bessent. Justement, Bessent avait annoncé également que cette réunion du G7 serait une occasion justement pour négocier, pour parler des déséquilibres mondiaux. Quand on parle des déséquilibres mondiaux, on parle clairement de la Chine. Et je pense que ce qui peut être intéressant dans ce meeting-là, c'est déjà une préparation au meeting, au G7 qui va avoir lieu, je crois, le 15 et 16 juin prochain, que c'est la première étape. Christine Lagarde est présente aussi, Cipollone du board de la BCE sera également présent. Donc on a quand même du matériel, on va dire, pour avoir des négociations de bon niveau, je pense, qui permettent aussi des négociations commerciales sur les tarifs avec les États-Unis. Ce qui est peut-être un peu différent, c'est qu'on a un format de négociation UE, c'est-à-dire le représentant au commerce, Sefcovic, avec les équipes américaines, et on a une discussion qui est plus macro. Et Bessent avait déjà laissé filtrer l'idée que les négociations qui se passent sur les devis, ce sera lui et personne d'autre. Donc je pense que déjà, c'est aussi un petit peu un signal. C'est qu'on a donc toutes les négociations techniques se font avec les gens techniques. Et la personne qui est là pour parler macro, c'est Bessent. Et les profils qui sont présents aujourd'hui au Canada sont effectivement des profils qui ont la capacité de négocier de ce côté-là. Et donc là, ça devient, je pense, plus intéressant. Et c'est peut-être là, justement, on peut avoir justement une source d'un deal qui peut exister entre ces pays. Parce que je ne crois pas beaucoup au fait que des tarifs sur le soja ou je ne sais pas quoi puissent éventuellement changer les choses, que la vraie question de toute façon des tarifs, la question c'est les déséquilibres macroéconomiques internes, c'est la différence entre l'épargne et l'investissement. C'est pas les tarifs sur le soja, encore une fois, pour changer ces choses-là. Pas le déficit bilatéral qui compte, quoi, voilà, finalement. Exactement. Et Bessent, on est tout à fait conscient, les discours qu'il a pu faire l'ont montré, et que je pense qu'en tout cas, ça peut être un moyen de voir, en tout cas, quel peut être l'appétit des pays du G7 à avoir une coordination par rapport à la Chine. Et en fait, parce que ce qu'on constate, on va dire, depuis le début de l'année, c'est qu'on a un dollar qui baisse, soit, mais en fait, un yuan qui baisse de la même façon. Oui, le dollar baisse contre toute devise, sauf le yuan. Face ce qui veut dire à que la le devise yuan chinoise. baisse contre toutes les autres devises. Ce qui veut dire que le Japon, la Corée, l'Europe, aujourd'hui, subissent un yuan plus bas. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, c'est comme si les États-Unis étaient en train de partager le fardeau de leur déficit sur les autres pays. Et en fait, ce qui peut mettre aussi un peu la pression à chacun de ces pays également, pour se dire qu'effectivement la politique chinoise, ça suffit, et en gros de partager le fardeau, de partager les intérêts, et qu'en fait les intérêts soient de plus en plus convergents, justement pour avoir une action qui soit résolue vis-à-vis de la Chine, qui elle par contre, je pense, n'a absolument aucune volonté de changer les choses. Donc concrètement, ils vont demander aux pays du G7, enfin aux 6 autres, de mettre la pression la plus importante qu'ils peuvent sur la Chine,
Je pense que la négociation, si j'étais à leur place, ce serait de dire en gros aux Européens, relancez votre croissance, ce qui a déjà été fait par l'Allemagne, c'est fait, de faire la même chose avec le Japon, de faire la même chose avec tout le monde. Continuer de faire monter l'euro. Exactement, si tout le monde relance, effectivement, les monnaies s'ajustent par rapport au yuan, et tout le monde se retrouve dans une position où ils relancent, où ils sont extrêmement vulnérables vis-à-vis de la Chine. Et donc, c'est le moment où, effectivement, il faut se protéger. Mais on n'est pas à une étape de coercition maximale telle que théorisée par Stephen Mayran, par exemple. Alors, on n'est pas encore à cette étape-là. Peut-être que ça viendra, et je ne pense pas que le plan que je viens d'annoncer, le plan qui est poursuivi par Bessent, mais je pense que par contre, c'est quand même vaguement ce qui est en train d'arriver, et que la prise de conscience, ce que je vois en Europe depuis 15 jours, 3 semaines, depuis la mise en place des tarifs de la part des États-Unis, la prise de conscience sur ce qu'est vraiment la menace industrielle chinoise aujourd'hui en Europe est beaucoup plus forte aujourd'hui qu'elle n'était il y a encore quelques semaines ou quelques mois. Et cette prise de conscience-là laisse penser effectivement qu'on peut avoir une réaction aussi du côté européen. Et ce qui s'est passé aussi avec le UK il y a 10 jours, avec un accord avec les États-Unis qui s'est fait au prix d'une position plus ferme du UK vis-à-vis de la Chine, me laisse penser qu'effectivement les pays vont commencer à avoir une position qui soit un peu plus dure vis-à-vis de Pékin. On a mis 2 € sur les petits colis. Ouais, c'est pas énorme. En fait, là, je pense que les Européens ont eu un comportement qui ressemble à celui de Trump, c'est qu'en fait, on n'a pas fait ça pour pénaliser la Chine, on a fait ça pour récupérer de l'argent. Encaisser un peu de recettes budgétaires. Il y a une volonté, fondamentale de faire baisser le dollar dans cette administration ? C'est clair. Il l'avait dit dès le départ. Il voulait faire baisser le prix de l'énergie, c'est coché. La baisse du dollar, il le voulait. Maintenant, il faut qu'il arrive à fédérer autour de lui sur des sujets comme les déficits. Et on se rend compte qu'il y a des exigences par certaines tendances au sein de son parti. On l'a vu sur les négociations récentes, en l'occurrence sur Medicaid. C'est un peu plus compliqué, voilà. Mais son plan se met tout doucement en marche. Mais la route est encore un peu longue. Oui. Ouais. Bon, venons-en à l'Europe. Dans ce contexte-là, tout le monde décrit l'Europe comme étant un havre de paix et de stabilité. En tout cas, pour l'investisseur, un endroit et une zone beaucoup plus agréable pour investir dans le concours de beauté permanent des marchés, Marie. Vous adhérez à cette idée ? Disons que quand on se compare, on trouve un peu des avantages. Il y a peut-être un peu moins d'instabilité politique qu'il y en avait auparavant, en tout cas comparé aux autres pays. En revanche, il n'y a pas forcément plus de croissance, mais l'horizon paraît un petit peu plus dégagé. Avec les plans qui ont été votés, les dépenses qui doivent arriver. Ça prendra probablement un peu plus de temps. Il y a vraiment des questions sur savoir quel sera le multiplicateur de ces dépenses, comment ça se traduira effectivement en termes de croissance. Là, les avis peuvent diverger, ça peut être assez faible. Et puis d'autres, on peut se dire aussi que finalement, pour ces dépenses dans la défense, il faut construire les capacités de production, il faut construire les infrastructures pour arriver jusqu'à ces nouvelles capacités de production. Et donc finalement, là, l'effet de multiplicateur devient plus intéressant. Et c'est vrai que pour l'instant, on a l'impression que l'investisseur regarde 2026 et passe outre les 0% ou quasiment c'est ça, l'atonie de la croissance. On peut regarder au-delà de ces quelques trimestres de croissance nulle ou proche qu'on attend encore en zone euro. En tout cas, en relatif par rapport aux autres zones géographiques et principalement par rapport aux États-Unis, effectivement, c'est aussi pour ça que l'Europe garde son attrait. Après, c'est vrai que pour le coup, la hausse de l'euro peut pénaliser certaines entreprises. Donc ça redonne, ça donne encore plus de l'intérêt au choix des valeurs et au stock picking, finalement, au sein des indices, qui devient plus important. Et on le voit, la dispersion entre les performances est très importante. Donc, Et en plus, la BCE va accompagner tout ça, Nicolas ? Pas encore. Encore un petit peu quand même, elle va accompagner. Peut-être pas suffisamment. Oui. Mais là, en juin, c'est done deal, 25 points de base de plus. On va avoir les 25 points de plus, on va arriver à 2%. Je pense même qu'on va arriver à 1,75. Après, par contre, ça va commencer vraiment à frotter. Mais je pense que oui, c'est le dernier verrou maintenant qui reste vraiment en Europe. On a vraiment, je pense, un changement d'approche qui est... qu'on attendait, on peut dire qu'on attendait depuis 25 ans. On avait, on va dire, une zone euro qui marchait vraiment sur la constitution d'excédents commerciaux avec une faible demande intérieure et qui exportait.
Je pense que les efforts qui ont été faits par Mario Draghi sur les dernières semaines, derniers mois, notamment un discours qu'il avait donné au mois de décembre à Paris, sont vraiment très positifs. C'est-à-dire, en gros, vraiment de cibler la demande domestique européenne comme étant le point qui explique la stagnation européenne depuis quasiment 15 ans. Et ça, tout ça est intéressant, de voir la réaction allemande qui a été quasiment immédiate par rapport à ça, de voir la CDU faire un plan de 1000 milliards, c'est tout à fait... c'est Noël tous les jours. Il a la capacité politique à exécuter le plan Merz. Pour l'instant, je vois pas d'écueil par rapport à ça. Pour l'instant, il est là et oui. il arrive. Il arrive. Et évidemment, il y aura sans doute des montants qui seront moins importants que ce qui a été annoncé, qui vont être mais dont il y aura quand même plus que ce qu'ils ont fait ces dernières années. Oui, ça, absolument. Et ça nous met quand même en situation de mettre l'Europe sans excédent commercial, donc de réajuster le tir, d'avoir donc une relation bilatérale qui soit correcte avec celle des États-Unis. Et ensuite, effectivement, pour pouvoir faire une coordination de tout ça, on a besoin d'une BCE qui soit pro-croissance, ce qui n'est pas encore le cas. On voit qu'il y a beaucoup de résistance. Notamment, il y a une grosse résistance de la part d'Isabelle Schnabel qui a fait un discours il y a 10 jours qui était incroyablement au quiche. Pour dire à ces niveaux-là, faisons attention. À ces niveaux de taux, quoi. Oui, c'est ça, et en disant surtout que le plan allemand allait justement créer un peu d'inflation et que donc il était important de faire ce qu'il fallait pour pouvoir en gros le neutraliser. En gros, et la neutralisation des plans budgétaires, c'est ce qu'on a fait en Europe en 2011, c'est ce qu'on a fait en 2022 également, et que ça s'est traduit en gros par encore plus de stagnation. Et en fait, quand on fait ça, c'est-à-dire neutraliser de façon monétaire un plan budgétaire, à la fin on ne retrouve pas les effets de la croissance et on a juste la dette qui est accumulée. Donc ça n'a vraiment aucun sens. Et je pense que c'est ce qu'elle souhaite faire maintenant aujourd'hui. Et ce qui me rassure grandement, c'est de voir qu'on a eu Villeroy de Galhau, on a eu même Pierre Wunsch, le Belge, qui est pourtant assez haut, qui a commencé à avoir une position qui est plus souple que celle d'Isabelle Schnabel, qui se retrouve plus ou moins isolée aujourd'hui. Et je l'espère. Et d'avoir des gens au sein de la BCE qui a une position beaucoup plus dove et qui suivent peut-être les orientations de Draghi à l'avenir, parce qu'effectivement, il serait temps maintenant de bouger après 25 ans d'une telle situation et surtout 15 années de stagnation en Europe. Bon, sur le plan de l'investissement, quel est le message ou les messages que vous faites passer aujourd'hui chez Edmond de Rothschild Asset Management, et comment est-ce que vous pilotez d'ailleurs les portefeuilles multi-actifs à ce stade, Marie? On l'aura compris quand même, c'est plutôt une relative prudence sur les actifs risqués. On est revenu sur des niveaux de valorisation assez élevés. Les taux réels qu'on regarde sont quand même dans une zone un peu de danger. Donc voilà, et puis une préférence quand même encore un peu pour l'Europe par rapport aux États-Unis, parce qu'il y a un peu plus de risques politiques et économiques à prendre en compte. Donc voilà, une approche plutôt prudente sur les investissements. On pense que le risque est quand même à ces niveaux-là assez dissymétrique entre risque de baisse et risque de hausse. Voilà. Et la partie crédit, on ne l'a pas évoqué, mais ça reste un socle dans les allocations que vous construisez. Est-ce que là, on est quand même confortable sur ces marchés de crédit? Il y a eu des petits écartements qu'on a pu observer, mais ça s'est assez vite comblé là aussi, Marie. Oui, c'est vrai que sur la partie obligataire, côté duration, on est assez neutre, et donc on va aller chercher plutôt du portage sur le crédit. Peu de choses à attendre du côté des taux, donc on se concentre sur les obligations d'entreprise, du portage, plutôt investment grade, même si on va aller chercher du high yield, plutôt sur du court terme, où là pour le coup ça nous paraît quand même apporter pas mal de valeur au portefeuille. Bon, sur les actions américaines, le message de conclusion pour vous, Thierry? Vous le disiez, hein, vous incitez pas les clients à payer agressivement sur ces niveaux de marché, les indices en tout cas. Oui, sur les niveaux actuels. Après, on est toujours à la recherche d'opportunités, de thèmes. C'est l'énergie. C'est ce qui est intéressant. L'énergie, c'est un petit peu c'est un peu à part. La santé, on est un peu à l'écart. On aime bien la thématique tout ce qui est medical device. Ça, c'est pas nouveau. La thématique traitement de déchets a toujours sa place pour nous. Donc les waste management, la Republic Services, ces secteurs-là. La tech, bien évidemment. Les phénomènes de l'IA. Il est juste incontournable. Oui. Donc, ça se passe là-bas. Ils ont les moyens. Les contrats qu'a ramené Trump du Moyen-Orient valident beaucoup. Au-delà des montants, c'est la lisibilité que l'on gagne sur des acteurs comme Nvidia ou autres. Voilà, donc il y a tout un écosystème qui, à mon avis, va continuer à protéger le marché américain. Et je pense que le rebond qu'on a observé depuis 1 mois et demi traduit ça. Voilà, donc je resterai malgré tout sur ces acteurs-là. Oui, l'exceptionnalisme américain a peut-être été abîmé. Il n'est pas totalement mort encore aujourd'hui.
Merci beaucoup d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Thierry Gill, Raymond James France, Nicolas Gottsman, la financière de la Cité, et Marie Delessac, Edmond Rothschild Asset Management.